Merci. Donc effectivement, on m'a demandé de vous parler de cette stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran. Bon, le problème, c'est que c'est un sujet très, très vaste, donc beaucoup trop vaste pour que je prétende le traiter vraiment ici dans le temps qui m'est imparti. Bon, d'autant plus que, j'avoue, je ne suis pas tout à fait spécialiste de cette question, ça m'intéresse énormément, mais disons, par exemple, je n'ai pas fait une enquête de terrain sur le sujet. J'ai eu quelques entretiens avec des acteurs politiques iraniens, mais c'était il y a bien longtemps. Bref, donc je vais me contenter de formuler quelques remarques et quelques hypothèses assez générales. Et puis sinon, il y a un autre problème dans l'intitulé de mon sujet, c'est le mot stratégie. Alors, de fait, la notion de stratégie, a priori, ça suppose l'existence d'objectifs clairs, à long terme, mais aussi de moyens adaptés, d'actions coordonnées pour atteindre ces objectifs. Ça suppose aussi, globalement, l'idée de calcul rationnel. Bref, donc dans ces conditions, plutôt que de m'aventurer à vous décrire telle quelle la stratégie de l'UE vis-à-vis de l'Iran, il m'a semblé plus pertinent de m'interroger sur l'existence d'une telle stratégie. Alors, il faut dire qu'il y a un grand nombre de publications qui déplorent justement l'absence de toute stratégie claire de l'UE vis-à-vis de l'Iran. Alors, il y en a beaucoup qui reprochent à l'UE et à ses États membres de privilégier leurs intérêts économiques à court terme par rapport à leurs valeurs, à leurs principes. Il y a quelques auteurs qui ajoutent que les Européens, de toute façon, dans ce dossier, manquent de fermeté parce que leur histoire ou leur culture les inclinerait à fuir la confrontation, qu'il y aurait une aversion européenne au risque et au conflit. Bon, c'est pas entièrement faux, mais je dirais que les choses sont quand même un petit peu plus compliquées que ça. Alors, ce que je me propose de montrer ici, c'est que l'UE a quand même défini une stratégie vis-à-vis de l'Iran, mais qu'elle n'a pas vraiment réussi à la mettre en œuvre parce que ses actions manquaient de cohérence. Et donc, à partir de là, il faudra dire quelques mots sur les facteurs qui peuvent expliquer ce manque de cohérence. Alors déjà, on peut considérer qu'à partir des années 90, c'est mon point de départ, l'UE s'est fixé de vrais objectifs, alors très très ambitieux, à travers le dialogue critique qui a été lancé en 92, qui s'est prolongé en 98 par le dialogue global, et puis à travers la négociation, surtout à partir de 2002, d'un accord de commerce et de coopération. En gros, il s'agissait pour l'UE de normaliser ses relations avec l'Iran, pour développer évidemment les échanges, les investissements, mais tout en incitant le pays à entreprendre des réformes politiques. En gros, les négociations commerciales étaient liées à des discussions sur les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la prolifération des ADM, des armes de destruction massive, et le processus de paix au Proche-Orient. Alors, de façon plus générale, je dirais qu'à travers le cas de l'Iran, l'enjeu pour l'UE, c'était quand même d'acquérir une visibilité sur la scène internationale, de s'affirmer en tant que puissance civile, une puissance susceptible d'exercer une influence par des moyens non coercitifs. Et puis, il s'agissait aussi pour lui de promouvoir une doctrine qui lui était propre, une doctrine fondée sur la diplomatie préventive, sur le multilatéralisme effectif, c'était le mot, sur l'approche intégrée des crises, etc. Alors, cette doctrine, d'ailleurs, allait être formalisée dans le document sur la stratégie européenne de sécurité adopté en 2003. Bon, donc des objectifs. Alors, pour atteindre ces objectifs, l'UE avait aussi quand même un certain nombre d'instruments. Alors, pour aller vite, je dirais que l'UE avait en tout cas quelques carottes et quelques bâtons, si on peut dire. L'accord de commerce et de coopération, qui devait évidemment comporter une clause sur les droits de l'homme, c'était une incitation non négligeable pour l'Iran. Et puis d'un autre côté, l'UE avait la possibilité d'adopter des sanctions contre l'Iran, et certains États membres de l'UE avaient aussi la possibilité, le pouvoir de voter ou pas des mesures coercitives au Conseil de sécurité de l'ONU. Bref, donc des carottes, des bâtons. Cela dit, où est le problème ? Le problème, c'est déjà que, en fait, la hiérarchie entre tous ces objectifs était plutôt équivoque, elle était assez évolutive. Et puis les actions des Européens
n'ont pas non plus été toujours très très bien coordonnés. Alors par exemple, pour les objectifs, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive avait été assez sous-estimée au départ, et puis c'est devenu la priorité numéro 1, voire la seule priorité, dans les négociations euro-iraniennes à partir de 2003, à partir de la publication du premier rapport de l'AIEA sur les activités nucléaires non déclarées de l'Iran. Sauf que ça a eu pour effet de reléguer tous les autres objectifs à l'arrière-plan, à commencer par les droits de l'homme. Bon, il faut dire aussi quand même qu'au-delà de la menace que le programme nucléaire iranien pouvait représenter pour les Européens, il y avait surtout un risque pour leur cohésion à cause de l'Irak, à cause du précédent, à cause du cas irakien qui avait quand même suscité presque au même moment de profondes divisions dans l'Union européenne. Donc il était vital d'éviter qu'un même scénario à l'irakienne se reproduise en Iran. Pourtant, les négociations sur le nucléaire iranien n'ont pas du tout été menées par l'Union européenne en tant que telle. Elles ont été impulsées au cours de l'été 2003, en fait, sans en informer au préalable les autres États membres, par les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, qui ne représentaient que leurs gouvernements respectifs. Alors, c'est vrai qu'après, a posteriori, ils ont associé le haut représentant pour la paix, qu'à l'époque Javier Solana. Par exemple, l'accord de Paris du 15 novembre 2004 sur la suspension des activités nucléaires de l'Iran a été officiellement conclu entre l'Iran et les 3 puissances européennes avec le soutien du haut représentant. Alors, c'est là qu'on a inventé un premier acronyme, E3EU. Alors quoi qu'il en soit, les Européens ont sans doute surestimé aussi la pertinence de leurs ressources. Malgré leur volonté d'afficher une diplomatie autonome, le succès de leurs initiatives dépendait quand même en partie de l'attitude d'un certain nombre d'acteurs de puissances extérieures, en particulier des États-Unis. Alors, les Iraniens ont sans doute joué des divergences transatlantiques, mais comme le remarque un certain nombre de chercheurs, tant que les États-Unis, les promesses européennes n'étaient pas suffisantes, n'étaient pas totalement crédibles, tant que les États-Unis maintenaient, eux, leurs propres sanctions, et tant que le gouvernement américain laissait planer un doute sur son intention, peut-être, de recourir à la force armée. Voilà, donc finalement, les principales initiatives des Européens n'ont pas apporté les résultats escomptés. Alors, les pourparlers sur l'accord de commerce et de coopération ont été gelés en 2005, même s'il y a de nouvelles perspectives aujourd'hui. En 2006, les Européens ont reconnu leur échec dans le domaine nucléaire, ont accepté de transmettre le dossier à l'ONU, ce qu'ils voulaient absolument éviter au départ. Alors bien sûr, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont restés impliqués dans ce dossier, ainsi que le haut représentant, mais dans un cadre élargi, c'est-à-dire avec les États-Unis, la Chine et la Russie. Et l'accord final, donc le plan d'action global commun finalement signé avec l'Iran le 14 juillet 2015, doit quand même beaucoup aux pourparlers bilatéraux Iran-États-Unis. Par ailleurs, le postulat initial des Européens, selon lequel le régime iranien était réformable à moyen terme, à condition de soutenir ses éléments les plus modérés, ce postulat était peut-être un peu prématuré. En tout cas, les négociations n'ont pas permis, comme vous le disiez, de faire progresser la démocratie et les droits de l'homme. Et puis la fenêtre d'opportunité apparemment ouverte dans les années 90 avec l'élection du réformateur Khatami s'est refermée avec les législatives de 2004 et les présidentielles de 2005, même si là aussi, peut-être qu'il y aura de nouvelles perspectives. Alors pour expliquer ces incohérences, ces échecs, ces failles, 2 choses. D'abord, on peut évoquer les divergences entre les intérêts nationaux des États membres de l'UE. Alors déjà, la prépondérance revendiquée par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni dans les négociations sur le nucléaire, ça a suscité de très fortes critiques de la part des autres États membres.
qui n'ont pas manqué de désapprouver un manque de transparence, de dénoncer un directoire des grands, bon, etc. Alors, ce n'était pas la première fois. Hein. Déjà, dans les années 90, on avait les États membres de l'UE avaient dénoncé un directoire des grands quand la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ensuite d'ailleurs l'Italie, avaient avaient créé un groupe de contact entre eux sur l'ex-Yougoslavie. Mais à propos de l'Iran, les choses sont quand même allées assez loin. Les représentants de certains États membres, enfin, essentiellement d'ailleurs de l'Italie et de l'Espagne, sont quand même allés jusqu'à se plaindre au sous-secrétaire d'État des États-Unis en soutenant que les trois États n'avaient aucun mandat, que leurs partenaires européens n'avaient jamais soutenu leur démarche, donc il ne fallait pas en tenir compte, etc. C'était confidentiel, mais depuis, il y a eu Wikileaks. Alors, dans ces conditions, comme l'explique notamment dans sa thèse le jeune chercheur français Florent Pouponneau, l'association du haut représentant à partir de, en gros, l'automne 2004, ça a surtout servi à calmer les critiques. Ça a aussi renforcé la position des trois grands États face à l'Iran, parce que ça a permis de conditionner la conclusion de l'accord de commerce au résultat des échanges sur le nucléaire, donc une condition supplémentaire. Sauf que, comme le dit Pouponneau, on a ici à faire une recherche de labellisation européenne plutôt qu'à une politique étrangère proprement européenne. Alors cela dit, les intérêts des trois États leaders n'étaient pas non plus parfaitement concordants. Ils restaient déjà en concurrence pour l'accès au marché iranien. Alors c'est vrai que l'Allemagne avait beaucoup d'avance dans ce domaine. C'était le premier partenaire commercial de l'Iran dans les années 90-2000. Puis de toute façon, l'Allemagne était quand même considérée par l'Iran comme un interlocuteur privilégié. Hein. C'était un des premiers pays occidentaux à avoir entretenu des relations officielles peu après la Révolution. Mais je ne développe pas trop ça. La France et le Royaume-Uni avaient des relations un peu plus délicates avec l'Iran. Le Royaume-Uni, pour des raisons historiques que vous avez évoquées, hein, l'Iran était, je ne sais pas quel est le mot qui s'applique, une sorte de protectorat, était aussi occupé par le Royaume-Uni. Puis après, il y a eu des contentieux par la suite, en 89, l'affaire Rushdie, etc. Dans le cas de la France, il y avait aussi beaucoup de contentieux, je ne peux pas les énumérer. Parlons juste du soutien à l'Irak. Cela dit, les relations commerciales entre la France et l'Iran n'étaient pas négligeables. Et surtout, la France, c'est elle qui a contribué à la fameuse initiative des trois pays européens sur le nucléaire. Comme le montrent d'ailleurs les déclarations par exemple de Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères à l'origine. Cette initiative sur le nucléaire était conçue du côté français, d'abord comme une manifestation d'indépendance par rapport aux États-Unis, comme une façon un peu de contester l'unilatéralisme américain, d'esquisser une sorte de rééquilibrage international. Les deux autres pays, Angleterre et Allemagne, ne partageaient pas forcément cette conception. Et puis il y avait une dernière différence non négligeable entre les trois grands États. La France et le Royaume-Uni étaient un petit peu membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et pas l'Allemagne. Ce qui fait qu'à partir du moment où le dossier a été transmis à l'ONU en 2006, les Français et les Britanniques se sont trouvés sur le devant de la scène. Les Allemands continuaient de participer officiellement aux négociations sur le nucléaire, mais apparemment ils ont été écartés d'un certain nombre de discussions, de réunions, notamment de réunions préparatoires. Ils en ont conçu quelques griefs. Bref donc, on peut difficilement dire qu'il y a une stratégie de l'Union européenne en tant que telle, sans prendre en compte les stratégies respectives des États qui la composent. Mais le manque de cohérence trouve aussi son explication, je dirais, dans l'interférence entre plusieurs logiques sectorielles et l'interférence en fait entre plusieurs institutions à l'intérieur de l'UE. Comme on l'a vu, le dossier iranien, entre guillemets, englobe quand même des volets multiples. Des volets qui relevaient jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de trois piliers différents et qui mobilisent toujours des acteurs différents ou des procédures différentes. Ce qui permet de comprendre qu'il était difficile pour l'UE d'articuler ses priorités, ses menaces et ses promesses. Alors par exemple, la négociation avec l'Iran de l'accord de commerce et de coopération a été conduite dès son lancement par la Commission européenne. Oui, c'était le premier pilier, le pilier communautaire. Mais les pourparlers parallèles concernant le dialogue politique, ça concernait le deuxième pilier, la PESC, ou alors les pourparlers sur le terrorisme, troisième pilier, coopération policière et judiciaire pénale, ça c'était conduit par l'État qui exerçait la présidence tournante du Conseil. Alors tous ces volets étaient considérés comme interdépendants, comme indissociables,
Mais le fait qu'ils aient été confiés à des institutions distinctes, ça risquait quand même un petit peu de compromettre l'approche intégrée que voulaient promouvoir les Européens. Évidemment, les choses sont devenues encore plus compliquées quand les négociations sur le nucléaire sont venues, par les 3 grands États, sont venues non seulement se greffer, mais même surplomber tout le reste. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Alors, autre exemple, dans ce domaine, les sanctions européennes contre l'Iran. Alors, l'Union européenne a mis, après 2006, l'Union européenne a mis en œuvre les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il lui est aussi arrivé de renforcer ces sanctions, voire d'adopter des mesures restrictives autonomes liées au nucléaire ou liées aux droits de l'homme ou aussi au terrorisme, il me semble. Sauf qu'on a constaté un décalage entre le discours officiel des dirigeants des États membres, notamment des Français et des Britanniques, qui, dès 2007, promettaient des sanctions strictes, proprement européennes, et le fait que ces sanctions étaient adoptées, en fait, très tardivement. Les premières mesures restrictives autonomes de l'UE datent de 2010. Les plus dures d'entre elles, c'est-à-dire l'embargo pétrolier, le gel des avoirs de la Banque centrale d'Iran, ça date de 2012. Donc 2007, 2012, c'est un peu long. Alors, pour comprendre ça, il faut voir en l'occurrence que la procédure à suivre pour l'adoption de ce type de mesures est quand même assez complexe. Je parle sous le contrôle de mes collègues juristes parce que les procédures ont changé au fur et à mesure de la révision des traités. Mais bon, en gros, il faut que le Conseil le Conseil doit d'abord adopter une décision à l'unanimité sur la base des dispositions concernant la PESC. Avant Lisbonne, ça s'appelait une position commune. Puis, pour que cette décision puisse être mise en œuvre, le Conseil doit adopter un règlement à la majorité qualifiée, etc. Sachant que les travaux du Conseil sont eux-mêmes préparés en amont par différentes instances où se déroule en fait l'essentiel des négociations entre hauts fonctionnaires nationaux, mais je vous en épargne la liste. Donc en prenant en compte tout ça, on a une chaîne de décision qui est quand même assez longue. Et d'une étape à l'autre, la perception des enjeux n'est pas forcément la même. Alors, si l'objectif officiel des sanctions, c'était de faire pression sur l'Iran pour obtenir des changements sur le nucléaire, sur les droits de l'homme, etc., il y a d'autres considérations forcément qui sont entrées en compte dans l'élaboration des textes, d'un échelon à l'autre, d'une étape à l'autre. Forcément, il y a eu des exigences juridiques, des exigences financières, des exigences techniques. Et puis aussi, il y a eu forcément longtemps la volonté de ne pas trop pénaliser quand même la compétitivité des entreprises européennes, etc. En fait, dans les négociations euro-iraniennes, comme dans les négociations intra-européennes sur les sanctions, se pose, à mon avis, surtout la question de l'harmonisation entre l'action diplomatique européenne et l'action économique extérieure européenne. Alors là, je me réfère à un ouvrage qui avait été publié en 2005 par un universitaire français qui s'appelle Yves Buchet-Neuilly. Dans cet ouvrage, donc, cet auteur a mis en évidence les clivages qui existent entre ce qu'il appelle les acteurs du champ de la diplomatie politique traditionnelle et les acteurs du champ des relations économiques extérieures communautaires, et en gros, à l'intérieur de l'Europe. Et en gros, il montre qu'il y a 2 catégories d'acteurs très différentes qui n'ont pas les mêmes ressources, qui n'ont pas les mêmes rythmes d'action, qui n'ont pas le même rapport aux politiques, et donc qui n'ont pas du tout la même façon d'aborder les problèmes. Alors, je n'ai pas personnellement assez d'éléments à ce stade pour le vérifier, mais il me semble que cette grille d'analyse pourrait s'appliquer assez bien au cas particulier de la stratégie de l'UE vis-à-vis de l'Iran, qui a certainement, s'il y a eu des incohérences, si on reproche d'avoir privilégié certains intérêts plutôt que certaines valeurs, c'est parce qu'il y avait des acteurs différents qui s'y attachaient. Maintenant, la question est de savoir si ces clivages se sont atténués ces dernières années avec la fusion des 3 piliers, avec le renforcement de l'autorité de la haute représentante, avec surtout la création d'un service européen d'action extérieure. Bon, j'en suis pas sûre, mais bon, peut-être. Et puis enfin, la question serait de savoir comment la stratégie de l'UE à l'égard de l'Iran va évoluer dans les années à venir avec la mise en œuvre des accords du 14 juillet 2015, puisque les affaires reprennent, on l'a constaté, et qu'il y a des coopérations qui sont prévues au niveau, à l'échelon européen, alors sur un nombre de secteurs assez considérable. Alors peut-être que les interventions suivantes apporteront des éléments de réponse. Merci.